Patrick, vous allez être content. Il y a deux mots-clés que vous m'avez dit ce matin qui sont confirmés là. Vous l'avez vu, le client est roi. Effectivement, le client est vraiment roi. Et ça a été dit ce matin avec les professionnels de la pièce de rechange, notamment par le responsable de la question chez Areva. Et puis le demand chain, voilà ce qu'il déplore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le client, effectivement, c'est lui qui décide de la chaîne logistique. Présenter JLL. Et puis ensuite, l'étude que vous avez conduite. Je vous laisse la parole et le micro. Bonjour, Guy Guérard de chez Jones Lang LaSalle. Nous sommes une entreprise de conseil en immobilier. Nous avons décidé depuis à peu près 2 ans d'investir pas mal de ressources, d'investir dans des talents et d'investir dans des acquisitions pour la supply chain, de façon à donner un meilleur conseil à nos clients qui sont dans l'immobilier. Je m'occupe personnellement du développement européen. Patrick, tu te présentes ? Oui, bonjour, je suis donc Patrick Remord. Je m'occupe de l'équipe Supply Chain Consulting. Donc entre nous, on s'appelle les experts métiers. La grande transformation de JLL, c'est d'accompagner ses clients de la définition de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle des projets. Et donc, je travaille avec Jean-Marie Guillet. Oui, Jean-Marie Guillet qui lui co-anime avec Patrick et je suis l'expert marché, je dirais toute la réalité immobilière qui doit venir accompagner la réflexion des entreprises et les choix stratégiques qui ont été menés par les équipes de Patrick. Voilà. Oui, donc dans le cadre de notre transformation et de notre évolution dans le domaine de la supply chain, nous avons décidé en 2015 de mener une étude auprès de 250 leaders supply chain en Europe. Et c'est la base de l'étude que nous vous présentons. Donc nous avons recueilli leurs informations, leurs impressions sur ce qu'étaient leurs problématiques actuelles et les tendances qu'ils entrevoyaient pour le futur. Et nous allons vous expliquer comment ces éléments impactent la partie immobilière. Et puis finalement, à la fin, nous vous expliquerons comment nous pouvons éventuellement vous aider à faire face à ces nouveaux enjeux. Donc les 3 facteurs principaux que nous avons identifiés sont l'évolution technologique, sur laquelle le panel précédent a un peu parlé. Nous avons identifié un autre élément qui est la localisation de la production et l'évolution de ce qu'on appelle maintenant le ride-shoring. Et puis finalement, un sujet qu'on a abordé dans pas mal de détails précédemment, mais on va revenir avec une nouvelle perspective, la logistique urbaine, qui est un des éléments essentiels, qui a déjà commencé, mais qui va devoir être pris en compte de plus en plus dans le futur. Patrick va nous parler en détail de ces 3 éléments clés. Voilà. Alors, les facteurs aujourd'hui qui changent et qui ont été relevés par ces directeurs supply chain, et on le disait tout à l'heure, c'est vraiment la demand chain, le fait qu'aujourd'hui, le consommateur soit réellement au centre de l'ensemble du dispositif. Jusqu'à présent, les entreprises industrielles travaillaient avec des process de type SNOP, et donc essayer de traduire des prévisions de vente, essayer de faire des prévisions de vente, et ensuite de traduire ces prévisions en planning de production, puis de les distribuer au plus proche du consommateur. Aujourd'hui, tout a changé. Et le game changer, on l'a entendu tout à l'heure, sont des leaders d'opinion, des leaders de marché comme Amazon, qui ont réellement révolutionné, ou Zara, on en parle un peu moins, mais ce sont des gens qui ont changé la donne. Zara, quand ils ont décidé qu'il n'y avait plus 2 collections par an dans le textile, mais il y en avait plutôt 4 par mois, ils ont complètement changé la supply chain. Et donc, la première enseignement, c'est vraiment ça, le consumer-centric, tout est basé sur le client. Ensuite, un autre apport technologique, on en a parlé tout à l'heure également, c'est la robotisation. Et vous verrez que les supply chain managers interrogés, eux, sont un peu plus volontaristes et pensent qu'effectivement, l'entrepôt, il doit être de plus en plus automatisé. Et du coup, probablement moins de dépendance à la main-d'œuvre. Quand Amazon ouvre un entrepôt XXL de plus de 100 000 m², il vide un bassin d'emploi. Et son principal critère aujourd'hui de localisation, c'est le bassin d'emploi. C'est plus tant les coûts de transport parce qu'il sait que les transporteurs de colis s'installent près de lui. Donc son critère, c'est l'emploi. Et donc la mécanisation, l'automatisation va réduire la dépendance des entrepôts à la main-d'œuvre. Ensuite, c'est plus d'options de livraison. Alors, on n'est pas allé jusque-là tout à l'heure dans la précédente conférence, mais Uber pour les colis, ça existe. C'est testé.
aux États-Unis. Uber pour les plats préparés des restaurants, ça existe à Paris. C'est testé à Paris dans 3 arrondissements. Donc probablement qu'on va avoir du transport collaboratif pour des colis pour vous livrer chez vous. Et donc ça va donner plus de choix potentiels de moyens de transport pour livrer le client final. Et puis une tendance importante, on en a beaucoup parlé avec des scandales alimentaires, je pense notamment à la viande de cheval à la place de viande de bœuf dans des lasagnes. Tout le monde a encore cet épisode en tête, c'est la traçabilité et la transparence. Et plus les chaînes sont complexes et plus on a besoin de transparence. Et là aussi, la technologie va vraiment nous aider. Et puis enfin, quand vous essayez d'être agile, quand vous devez livrer le client final rapidement, se pose la question du stock. Parce que c'est bien beau de s'installer proche des bassins de consommation, mais vous multipliez les stocks. Alors on pourrait parler mathématiques. Quand on modélise des réseaux, on a une formule qu'on utilise souvent, une fonction en disant c'est racine du nombre d'entrepôts. Le stock évolue de racine du nombre d'entrepôts. Plus vous mettez d'entrepôts, plus vous augmentez vos stocks. Alors heureusement, la technologie nous aide à abaisser ces niveaux de stock. Néanmoins, se pose cette question-là. C'est de l'immobilisation d'argent. Et donc, la techno peut nous aider à réduire ceci. Et enfin, et ça, nous, dans le monde de l'immobilier, c'est quelque chose d'important, la supply chain, on parle de flexibilité, on parle de variabilité. On installe des prestataires de services logistiques qui nous facturent en fonction des volumes, etc. Tout, sauf l'immobilier. Et le maillon rigide aujourd'hui de la supply chain, c'est l'immobilier. Qu'est-ce qu'un bail court? Pour M. Derick, c'est 5 ans. Vous trouvez que 5 ans, c'est court? Aujourd'hui, nos clients sont incapables de se projeter, d'avoir de vraies prévisions au-delà d'une année. Donc 5 ans, c'est une éternité dans notre monde. Et donc, le maillon aujourd'hui faible ou rigide de la supply chain, c'est l'immobilier. Et c'est pour ça que JLL réfléchit à toutes ces tendances pour essayer de donner de la flexibilité à ce maillon faible. On passe à la suite. Alors l'appétence de nos directeurs supply chain, décidément j'ai un peu de mal à viser. Je sais pas. Je vais y arriver, voilà. La vision de nos professionnels disent quoi? Grosso modo, les nouveaux réseaux de distribution, eh ben, ils vont soutenir, la digitalisation va soutenir la demande immobilière. 23% ont des projets liés à du surface, à du commerce électronique, à de la digitalisation. 28% sont en train d'ajuster ou vont ajuster leur réseau pour se positionner près des distributeurs de colis, Géopost ou autres. Et enfin, 19% vont chercher à se rapprocher des villes. Donc réellement, aujourd'hui, c'est des choses qui prennent en compte. Et ensuite, décidément, voilà, on va avoir des différents types de bâtiments qui vont s'enchaîner. Jean-Marie, si tu peux nous en parler. Oui, alors en termes d'immobilier, ça marche bien. Pour répondre à cette problématique de flexibilité et puis à cette volonté de croissance, puisque 23% ont répondu que le e-commerce allait encore se développer, il faut un certain nombre de possibilités immobilières. Donc aujourd'hui, on connaît les méga centres de distribution, donc ce sont les plateformes XXL qui sont situées relativement éloignées des villes, mais on connaît ce principe. C'est une des possibilités. On peut passer sur le centre de tri colis, qui lui aussi reste à proximité des plateformes XXL, puisque là on est déjà dans la préparation. Et ensuite, on est sur la livraison. Donc la livraison avec le développement du e-commerce. Aujourd'hui, il faut avoir des livraisons, des points locaux de livraison. Donc là, on commence à se rapprocher des villes. C'est ce dont parlait lors de la conférence précédente M. Esnou. Et puis, on a l'apparition également d'entrepôts dits .com, donc qui sont des livraisons aux particuliers, chez le particulier, de tout ce qui est alimentaire. Donc c'est aussi quelque chose qui apparaît. Et qui dit e-commerce, dit envoi donc, de produits, dit également un nouveau type de bâtiments qui doivent être développés. C'est la gestion des retours. Alors, cet enchaînement de différents bâtiments change la donne. Et en matière immobilière, on a d'autres comment dirais-je, drivers pour localiser ces entrepôts. On parlait tout à l'heure de ces entrepôts XXL, de leur prééminence, la prééminence du bassin d'emploi. Demain, si on les robotise, on en aura probablement moins besoin, mais aussi ça veut dire qu'on peut continuer à s'éloigner des villes. Parce qu'on sait que l'acteur d'après, lui, va se mettre pas très loin. Donc on décorrèle quelque part le transport,
qui était une part importante dans le coût de supply chain. On le décorrèle, pourquoi? Parce qu'on a d'autres intervenants qui sont spécialisés là-dedans. Donc on peut changer notre localisation. Et je pense que la tendance de s'éloigner de la ville sur ces entrepôts XXL, elle va aller en s'accélérant. Ensuite, ces entrepôts, je voudrais revenir sur les entreprises .com, les entrepôts .com. L'actualité vient de nous prouver ça. Je crois que c'est Monoprix qui vient d'annoncer l'ouverture d'un entrepôt de 6000 m² dédié à la livraison à domicile de préparation en proximité de Paris. Et dit, aujourd'hui, on est prêt à en ouvrir plein d'autres. On teste le modèle. Donc, on le disait en préparant tout à l'heure la conférence, pendant 50 ans, on a enlevé la logistique des villes. On l'a enlevée. Maintenant, on est en train de la remettre. Et clairement, on est obligé de ceinturer nos villes pour livrer le consommateur qui est roi. C'est revenu tout à l'heure. Alors moi, j'ai une maxime, chacun a la sienne, mais celle que j'aime bien, c'est qu'en 1980, les Américains ont inventé le client est roi. Et tout le monde le disait, on a été bercé avec ça. Aujourd'hui, il l'est vraiment. Sachez que chez SFR, 40% des ventes se font entre minuit et 2 h du matin. Pourquoi? Parce qu'un contrat de téléphone, c'est compliqué. Et vous faites ça quand? Quand vos enfants dorment. Et c'est quand les enfants dorment et que c'est calme à la maison que finalement, les gens se posent et décident ou pas de s'abonner chez un opérateur téléphonique. On a changé complètement les paradigmes. Donc aujourd'hui, le client, il commande sur le support qu'il veut et il décide de se faire livrer où il veut. Et quand il veut, juste pour compléter ce que disait Patrick, avec un lead time très court. Nous avons conseillé récemment un acteur majeur du e-commerce mondial sur le déploiement dans différents pays européens d'entrepôts qui permettent de livrer des produits avec un référentiel de 20 000 produits en 1 heure. Donc vous faites votre clic, 1 heure après vous êtes livré chez vous dans une grande ville européenne ou à votre bureau. Donc ça c'est l'extrême de ce qui se passe dans le client est roi et nous sommes sur une demand chain. Ça, c'est le dernier exemple, et c'est réel, et ça se passe. Ça a commencé par les États-Unis, et ça vient en Angleterre dans un second temps, comme habituellement, et ensuite ça arrive sur le marché Europe du continent, plutôt par l'Allemagne, et après ça vient en France, et après ça essaime dans les pays du sud de l'Europe. Et les demandes immobilières sont compliquées à satisfaire. En effet. Donc, une émergence d'une nouvelle asset class avec des produits que nous devons convertir, et ça on vous en reparlera un peu plus tard. Oui, et aussi la nécessité de faire de la modélisation beaucoup plus fine. Parce que quand on vous demande un entrepôt qui peut servir le maximum de population en 1 heure, on vous le demande en transport en commun, on vous le demande à vélo, on vous le demande en voiture en fonction des heures. Parce qu'on a bien intégré que la ville était congestionnée. Et donc la technologie, et on a des outils chez JLL pour répondre à ça, on modélise les temps de transport en fonction du trafic. Parce que pour ces clients-là, c'est le niveau d'exigence minimum. Peut-être un petit mot sur la gestion des retours. Vous avez tous quelques petits chiffres en tête sur le e-commerce et les niveaux de retour. Dans le textile, on approche les 40%. Mais ça, c'est totalement lié à notre mode de consommation. Qui n'a jamais acheté pour son conjoint une chemise sur Internet? Allez, je vais prendre 2 tailles ou 3 tailles pour être sûr de ne pas me tromper, puis je vais prendre un assortiment de couleurs. Et tout ça, ça génère forcément du retour. Et on pense et on voit apparaître des prestataires spécialisés dans la gestion des retours. Et on pense également que ces centres de gestion de retour, à un moment, il va falloir qu'ils soient mutualisés. Et ça, c'est probablement aussi quelque chose une vraie tendance lourde, mais qui a du mal à prendre. C'est la mutualisation des outils. Et là, on est sur le changement culturel. Alors, il y a plein d'initiatives qui sont prises, notamment à travers l'association Alice, qui est une association de mise en œuvre au niveau européen des nouveaux modèles d'Internet physique et de mutualisation à l'extrême de la supply chain. Mais là, on se bloque, on est bloqué par des habitudes. Et c'est vrai que faire voyager 2 concurrents dans le même camion, autant ils l'acceptent sur un bateau, parce qu'aujourd'hui, un bateau, on a des conteneurs de plein d'entreprises différentes. Autant pour livrer le client final, ils ont encore un peu de mal. Ça viendra peut-être. Une dernière slide sur la technologie et sur la robotisation. Donc, dans les sondés, 50% utilisent déjà des formes d'automatisation. Donc, ça existe.
Oui, on payback plus vite aujourd'hui les solutions d'automatisation qui sont plus flexibles. Par contre, nous, quand on conçoit un entrepôt automatisé, ce qui a changé par rapport à il y a 5 ans, c'est que nos clients ont beaucoup plus de mal à se projeter dans le temps et à être sûrs de leurs prévisions. Donc, on fait beaucoup d'analyses de sensibilité et on essaye d'être flexible dans les solutions d'automatisation. Parce que paradoxalement, plus vous automatisez, plus vous risquez d'être rigide et donc dépendant d'un business model particulier. Donc le travail aujourd'hui sur les entrepôts automatisés, c'est de trouver cette dose de flexibilité. 55% des gens pensent et utilisent aujourd'hui des robots, donc on est au-delà du simple convoyeur. Et par contre, 6% seulement utilisent la réalité augmentée, on n'y est pas encore. Les Google Glass commencent à arriver dans les entrepôts, mais ça vient doucement. 37% ont des projets d'automatisation, continueront à automatiser. 15% pensent qu'effectivement, on va utiliser des livraisons de type Uber et vont devenir probablement le premier choix pour le commerce en ligne. Et enfin, 28% pensent que l'impression 3D a de l'avenir. On parle plutôt, nous, de production additive, en disant que c'est une production au plus proche et en complément. Alors, on parle beaucoup d'Amazon, mais Amazon a déposé un brevet il y a 2 ans maintenant d'impression 3D dans des camions. Ok, ils ont le brevet. Ils imaginent demain avoir de la matière première dans des camions et imprimer en roulant au plus proche du consommateur. On verra jusqu'où nous emmènera cette tendance. Alors, Guy, on va parler maintenant un peu de relocalisation de la production. Une transition sur la relocalisation de la production. Alors là, vous avez une slide qui est un peu busy, comme on dit en Angleterre, mais ce qui ressort, c'est que ce qui est très important pour les gens, c'est tout de même le coût. C'est tout de même le coût, c'est la qualité de la production. Et ce qu'on voit, c'est que les gens commencent à réamener de la production un peu plus près des zones de consommation, de façon à éviter la variabilité, même si les transports internationaux, on va dire, et maritimes sont assez fiables, il y a pas mal de variabilité en amont et pas mal d'incertitudes politiques. Et ces éléments très macro amènent des gens à réchorer, si vous voulez, à ramener plus près des zones de consommation leurs unités de production. Et nous pensons que cela va avoir une influence sur la demande en surface immobilière. D'autant plus que quand vous avez un industriel qui assemble des produits essentiellement, vous avez aussi autour tout un campus qui se constitue, comme on pourrait faire une analogie avec les magasins fournisseurs avancés, si vous voulez, dans l'automobile dans le passé, et qui existent toujours. Donc nous pensons qu'il va y avoir une demande soutenue pour des surfaces liées à la production qui va être rapatriée, au moins en partie. Donc ça, c'est l'élément essentiel que nous avons récupéré auprès de ces supply chain exec en Europe à l'occasion de cette étude. Oui, et clairement, il disait la Chine, usine du monde, c'est fini. C'est plus le modèle. Ils nous ont parlé de l'exemple américain en disant voilà, avant on a offshoré, ensuite on a fait du nearshoring, donc on s'est mis pour les États-Unis au Mexique. Ok. On a cherché à optimiser les délais. Parce qu'aujourd'hui, produire en Chine, c'est des délais longs de transport et d'acheminement. Donc, c'est des niveaux de stock importants. Donc, et comme on veut être de plus en plus agile, on s'est dit il vaut mieux se rapprocher. Et là, la notion vraiment qu'ils nous ont soulignée, c'est pas near, c'est pas off, c'est right. La question, c'est la bonne localisation. Peu importe où elle est, on veut l'instruire, on veut la comprendre. Et la question, c'est la bonne localisation qui permette le bon équilibrage entre délai, niveau de stock et coût. On est vraiment sur cette réactivité. Et l'élément qui était ressorti, que nous n'avons pas noté ici, c'est la volatilité de la demande. Donc la volatilité dans ce contexte de demand chain du consommateur qui est au cœur de la problématique actuelle. Donc de façon à répondre très efficace, il faut être au plus près des zones de consommation. Donc ça, c'est une grande tendance qui ressort de cette étude. Et donc, être au plus proche, ça pose les questions de logistique urbaine. Donc, je pense que toutes les conférences en parlent. Quand on parle de transport ou quand on parle de réseau, on est dans la logistique urbaine. Donc,
Là, c'est les participants de notre étude disaient, voilà, dans les 5 prochaines années, les clients vont préférer être livrés à domicile, en click and collect. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait pas mal d'anglo-saxons qui ont répondu là-dessus. Le click and collect, c'est quelque chose qui démarre finalement un peu plus chez eux. On est un peu plus mature en France. Et la partie alimentaire, là, pour le coup, on est encore beaucoup plus mature en France qu'ils ne le sont outre-Manche. Typiquement, ce qui se passe, c'est que vous passez votre commande jusqu'à minuit et vous pouvez récupérer vos produits dès le lendemain matin, 7 h, en allant à votre bureau ou plus tard en revenant de votre bureau. Vous pouvez le récupérer dans un point relais, vous pouvez le récupérer dans un magasin où vous allez peut-être acheter autre chose. Oui. Donc ça, c'est une grosse tendance aussi. Oui, puis moi, ce qui me frappe, c'est ce chiffre, c'est 25% de la livraison se fera via des réseaux alternatifs. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'il y en a 25% des gens qui se disent bah, il va y avoir autre chose et on n'imagine même pas ce que c'est encore aujourd'hui. Ça va tellement vite, donc un quart des interrogés, c'est pas neutre, se disent on ne sait pas comment on va livrer demain le client final. Intéressant. Oups, décidément. Alors après, bah, la logistique urbaine, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué parce que c'est parcellaire. C'est compliqué parce que vous, nous, tous, le consommateur, comme on est roi, on a plein d'options possibles. Et ayant plein d'options possibles, bah, il faut être capable de remplir tous ces choix possibles. Ça coûte très cher. Et là, on nous a quelque part mal éduqués. On ne se rend pas compte du coût de la livraison. Si mon épouse me commande 6 chemises, elle ne se rend pas compte du coût du retour. Parce que peu d'e-commerçants lui facturent. Alors certains, comme Sarenza, disent ils ont poussé le bouchon très très loin. Nous, notre différentiel, c'est la qualité de service, avec un choix pléthorique, un prix identique à celui du magasin. Par contre, vous payez comme vous voulez. La livraison est gratuite. Vous retournez autant de paires de chaussures que vous voulez. Nous, c'est le service. Nous, c'est le service. Bon. On a des problématiques de réglementation et là, on voit des initiatives un peu différentes suivant les pays. Londres réfléchit à quelque chose d'assez intéressant. Ils ont mis en place un modèle initialement pour les Jeux Olympiques de Londres. Ils l'ont répliqué à Heathrow. Aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un magasin duty-free dans cet aéroport, vous passez par une seule base logistique. Vous n'avez pas le choix. Et leur idée, c'est de le répliquer à la logistique urbaine et créer des centres qui vont desservir des rues spécifiques, des quartiers spécifiques. Et dire aux commerçants, vous voulez vous installer là? Ben, vous n'avez juste pas le choix. Il faut passer par ce prestataire avec cet entrepôt logistique. Et c'est comme ça que vous pourrez livrer suivant les contraintes de ma ville. Donc j'organise le transport dans ma ville. En conclusion, Guy? En fait, ce que nous avons relevé, c'est que... J'ai passé. Pardon ? J'ai passé une slide, pardon, vas-y. Le slide de l'immobilier, important quand même. Je dirais que tous ces éléments, ces pourcentages, ces réponses des directeurs supply chain nous ont amené à comprendre qu'il allait y avoir des évolutions et des répercussions sur l'immobilier et sur les plateformes logistiques. Alors c'est vrai qu'on a parlé de robotisation, on a parlé de mécanisation. Donc forcément, on aura des bâtiments de plus en plus hauts, du travail en mezzanine, avec du traitement de la marchandise, que ce soit de l'assemblage, de la préparation de commandes. On aura des plateformes multimodales aussi, puisque qui dit livraison en ville, difficulté de trouver du foncier. Donc il va falloir travailler avec ce que les villes offrent. Ça peut être des fleuves, ça peut être du tram, ça peut être du métro. Mais on va trouver des solutions et des alternatives. Beaucoup de mécanisation, on pourra gagner quand même du foncier parce qu'effectivement, comme l'a expliqué Patrick, on va avoir un peu moins besoin de main-d'œuvre, on aura une pression moins forte sur la main-d'œuvre et aussi sur les parkings extérieurs parce que quand on parle de nos plateformes XXL, je dirais rien que les parkings VL, quand il y a 300 ou 400 employés, c'est quand même de la surface foncière qu'on ne peut pas affecter à l'activité. Et puis la consolidation des centres ou des bâtiments logistiques en ville, je dirais que ça dépend un petit peu de la typologie de la ville. Si on est sur des villes de typologie moyenne, on pourra consolider ces centres soit à périphérie, soit dans les villes. En revanche, sur toutes les métropoles type Paris, Londres, on voit qu'on réfléchit, il y a les premiers exemples qui sont arrivés également à l'étranger, sur des bâtiments logistiques à plusieurs niveaux. Il va falloir absolument qu'on optimise le foncier, qu'on arrive à travailler sur différents niveaux et en termes de logistique urbaine. Et ça se voit beaucoup en Asie, où le foncier est déjà très rare et très cher. Et donc on fait des entrepôts à étages avec des rampes d'accès où on tourne autour. Ça marche, c'est pas l'idéal à exploiter, mais ça fonctionne bien. Et puis quand on rentre encore plus dans la ville, on se dit, et ça commence à être mis en place,
place, qu'on peut finalement réutiliser des immeubles existants qui n'étaient pas faits pour être utilisés comme des entrepôts et les convertir en entrepôts. Ça aussi, c'est une vraie tendance. On va accélérer un peu en conclusion. Donc, des changements, oui, amenés par la technologie, une demande immobilière qui va continuer à être soutenue par cette digitalisation et ce changement, mais avec des nouveaux types de bâtiments. Et finalement, pourquoi pas avec des entrepôts livrés par des camions sans chauffeur et avec beaucoup de robots à l'intérieur. Pour les propriétaires qui seraient dans l'audience, il faut aussi confirmer que les bâtiments actuels seront partie intégrante du dispositif du futur. De la même façon que nous avons dit qu'il y a des fulfillment centers, on va dire ça, à peu près 100 000 m², les 20 000 à 50 000 existeront pour faire le middle mile, autant que ce que nous appelons le last mile, qui peut être 2-3 000 m² à l'intérieur d'une ville ou en périphérie de la ville, pour avoir accès à ces grandes masses de population et donner le bon service auprès de ses consommateurs. Alors donc, en 2 mots, on va vous expliquer comment JLL essaye d'accompagner ses clients dans cette transformation digitale. Oui, c'était ma question, fort de tout ce que vous venez de dire. Comment ça influence, comment ça influe sur votre capacité de conseil aux clients? Alors là, vous allez voir ce que nous appelons notre proposition de valeur, qui est articulée autour d'un cube qui reprend les 3 dimensions essentielles de ce que nous proposons en tant que conseil immobilier à nos clients et à nos prospects. Donc vous avez la dimension supply chain. Je disais en début de panel que nous avons investi dans des talents, dans des acquisitions d'entreprises qui sont des spécialistes du design de supply chain, du design d'entrepôt, d'assistance au démarrage. Ce sont des services qui sont très opérationnels avec des gens qui viennent de l'exploitation, du retail et de la prestation logistique. Donc ça, c'est la première dimension. C'est ce qui nous rend différents des autres conseils immobiliers. Ensuite, vous avez la dimension immobilière historique dans laquelle vous allez retrouver toute notre offre de services qui est liée à la transaction et aux gestions de projet et l'offre immobilière traditionnelle. Le dernier élément qui se veut très différenciant, c'est l'utilisation de la technologie. Et je vous parlerai seulement d'un sous-ensemble. Nous utilisons une boîte à outils propre à JLL qui est utilisée partout dans le monde, qui prend en compte des données immobilières, des données d'accessibilité à de la main-d'œuvre, ce qui est essentiel dans les grands centres de distribution qu'on appelle maintenant fulfillment center, et qui prend aussi des données de transport, aussi bien de transport amont que de distribution, mais aussi du transport pour avoir accès à ces entrepôts. Vous pouvez très bien planter un 100 000 m² au milieu d'un désert, on va dire, mais si vous n'avez aucune main-d'œuvre accessible qui peut venir avec des pics très importants en fin d'année, vous n'exploiterez jamais et vous ne rendrez jamais le service aux consommateurs qui sont aujourd'hui dans le contrôle de la supply chain que nous appelons à présent une demand chain. Donc ces 3 dimensions qui sont véhiculées par le cube qui est représenté à l'écran, c'est notre réponse à tout ce que vous avez vu en amont, ce que vous a présenté, qui sont la restitution de notre enquête auprès de ces 250 exec supply chain au cours de 2015. Oui, en un mot, juste pour oui, un mot, si vous voulez des questions vraiment, du public. Oui, vraiment en un mot, pour vous expliquer comment on accompagne nos clients de manière concrète dans un projet de redéfinition de réseau. C'est une tuerie, ce bip-bip. J'ai vraiment du mal à viser. Oh, magnifique. Donc, traditionnellement, quand on travaille sur un réseau, on se pose d'abord un problème de maths. C'est une question d'optimisation des coûts de transport, des coûts d'exploitation. Ensuite, il faut, nous, je dirais les supply chain, les consultants supply chain, on répond à cette question de maths. Là, après, on se tourne vers le marché, on travaille ensemble. Et donc, dans la réalité de nos points calculés, l'expert immobilier va nous dire voilà ce qui existe. Ensuite, avec des outils comme Mapit, on va aller chercher des critères et donc on va choisir la bonne localisation. Enfin, on va choisir donc un bâtiment. Et ce bâtiment, on va pouvoir y mettre la bonne technologie, la technologie que nous avons choisie. Ça, c'est notre accompagnement et notre proposition de valeur. Nos clients, parfois, ils commencent au réseau, parfois, ils commencent à l'autre bout. Et vous pouvez tout faire. On peut tout faire et par tiroir. C'est exactement ça. L'important, c'est par rapport au livrable qui est rendu au niveau des consultants et de ce qu'il faudrait faire, c'est important d'avoir, je dirais, un rapport avec la vraie vie et savoir ce qui existe en termes d'immobilier, si on a la capacité de répondre immédiatement. C'est-à-dire, est-ce que le marché, aujourd'hui, propose des disponibilités qui peuvent répondre aux exigences des clients? Est-ce qu'il faut les construire? Et là, effectivement, il y aura, je dirais, un delta en termes de délai.
parlait de 5 ans d'immobilier. Nous, développer une opération, c'est 24 à 30 mois. Donc en fonction du besoin du client, il faut absolument savoir si c'est disponible ou pas immédiatement. Par rapport à la zone recherchée et la taille, bien sûr. Donc à la question posée tout à l'heure lors de la table ronde, le pilotage difficile des réseaux de distribution, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de mettre en place des outils pour être rapide. Les outils existent. Les outils existent, les technos existent, et les modèles du futur, on les teste en ce moment comme des entrepôts qui seront payés par mouvement, sur des entrées-sorties à la palette, et non plus sur des mètres carrés avec des baux un peu longs. Mesdames, Messieurs, on a 5 minutes de questions, de remarques, de contradictions. Oui, non? Allez, faites-moi plaisir. C'est toujours la première qui est difficile, voilà. C'est la première qui est la plus difficile. Il suffit qu'un bras se lève et ensuite c'est une forêt qui apparaît en général. Non, pas en général. À l'Aicitel, on lève assez peu la main, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe à l'Aicitel. Pourtant, le public est plus nombreux que l'an dernier. En tout cas dans les salles. Oui, non? Bon, je suis désolé. Ça, je pense que vous les avez comblés. Moi, j'ai rien à dire parce que j'ai rarement vu une présentation aussi pédagogique. Mais je vous le dis, j'ai pas d'intérêt à vous le dire, mais je vous le dis. Donc, je Merci. Concluez, allez-y. Si vous avez encore un mot à ajouter, profitez-en. Juste pour ajouter que nous sommes présents sur le CITL, nous avons un stand. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous sommes en sortant à gauche au fond, S29. près de la sortie S29, et nous pourrons vous commenter ça de façon plus précise avec vos besoins éventuels. Il n'y a pas votre photo, hein? C'est pas grave. Ah bah c'est la guest star, bah oui, bien sûr. Mesdames, Messieurs, vous pouvez les applaudir avant la prochaine table ronde. Merci.